Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix responsables. Et les vraies voix responsables ce soir, c'était la finale du trophée Be a Boss en partenariat avec Sud Radio qui distingue chaque année les projets entrepreneuriaux les plus prometteurs portés par des femmes. Ça s'est déroulé le 25 septembre dernier. 3 lauréates ont été mises à l'honneur par leur talent et leur force et leurs idées, Philippe. Oui, et ce soir nous recevons Laurent Zagaroli, qu'on connaît bien, fondateur de Be a Boss. Et bonsoir. Quelle bonne idée, bonsoir. Et c'est belle, on va en parler de toute façon de cette année de Be a Boss. Et Stéphanie Edmond-Mariette, présidente de SEM Habitat Durable, qui fait partie des 3 lauréates de cette année. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Et on vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Donc Laurent Zagaroli qui est avec nous le 25 septembre dernier, cette remise de trophée de ces lauréates. On va en parler, mais moi j'aime aussi parler de toutes celles que vous avez rencontrées dans ce tour que vous avez fait à travers la France avec des idées formidables, et on se dit que l'entrepreneuriat féminin est finalement prend une dimension assez grande. Oui, on a effectivement clôturé notre roadshow national jeudi dernier, après 8 étapes dans 8 régions. Et c'est vrai que depuis février, première étape à Bordeaux, on a rencontré cette année, on a eu un peu plus de 800 candidatures. C'est énorme. On en a sélectionné 61 qui ont pitché dans chacune des régions. Et puis on avait 16 finalistes à Paris jeudi dernier qui ont abouti aux 3 lauréates que vous allez découvrir pour l'une d'entre elles dans quelques instants. Ça a été difficile, j'imagine, encore une fois ? C'est de plus en plus difficile, c'est difficile dans les régions, et puis quand on arrive à Paris, c'est très difficile pour les membres du jury parce que on a des projets qui sont incroyables, vous le verrez je pense dans quelques instants, et on a des pitchs qui sont d'une qualité incroyable également, et puis une diversité de projets maintenant, on en a sur tous les secteurs d'activité, ça c'est vraiment super. Et comment est né Be a Boss, rappelez-nous-le, c'était la 11e édition. C'était la 11e édition, ça fait 10 ans, mais déjà. En fait j'avais créé moi il y a 10 ans un média qui s'appelait Digital Business News. On mettait à l'honneur des startups tous les jours, et on a commencé à créer des événements pour mettre en relation des startups avec des investisseurs ou avec des grands groupes. Et au bout de 3 événements, je me suis dit c'est pas possible, j'ai vu 0 femme venir présenter un projet, il faut créer un événement pour pousser les femmes à entreprendre, et de là est venue l'idée de créer Be a Boss. Est-ce qu'elles sont aujourd'hui plus actives, est-ce que généralement les femmes entrepreneurs, elles ont tendance à s'oublier, à se mettre un petit peu en retrait plutôt que les hommes qui ont une facilité à se mettre en avant? Est-ce qu'on sent quand même qu'elles se déploient aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'elles se mettent peut-être un peu plus en retrait que les hommes, mais malgré tout, je trouve qu'aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de structures qui accompagnent les entrepreneurs d'une manière générale et les entrepreneurs en particulier. D'ailleurs, toi, tu fais partie du réseau Les Premières qui accompagne que les femmes. Je pense que le terreau entrepreneurial, il est beaucoup mieux depuis quelques années. Et puis, il y a beaucoup d'initiatives comme la nôtre qui les incitent à se mettre en avant, à répondre oui quand on les sollicite, à déposer des dossiers de candidature à droite à gauche, à intervenir à l'événement de BPI France, voilà, exactement. Stéphane, pardon, je vais juste poser une question à Stéphanie Edmond-Mariette. Quand j'ai dit que je disais que c'était difficile de se mettre en avant, je vous ai vu hocher la tête. Elle a dominé. Ouais. Ça rappelle un film avec Louis de Funès. C'est compliqué pour une femme, en fait, aujourd'hui. Effectivement, on a certains freins à l'entrepreneuriat féminin. Déjà, de par les peu de rôles modèles qu'on a, on a peu l'habitude de voir des femmes diriger des grandes entreprises, et donc ça peut poser des questions à certains qui ne sont pas habitués à voir des femmes diriger des entreprises, et souvent on a un peu ce stigmate de ne pas pouvoir avoir les épaules pour tenir une entreprise, manager des salariés. Vous vouliez être entrepreneuse ? Alors initialement, non, c'était pas quelque chose qui me semblait être possible pour moi, pour tout vous dire. Que sur un malentendu, ça peut marcher pour reprendre un autre film comique, mais pas du même registre. Tout à fait. Et justement, comment avez-vous connu Be a Boss et comment a cheminé votre candidature ?
Parce qu'on parlera après plus en détail de votre entreprise. De ce que vous faites, du fond du dossier, si je puis dire. Exactement. Alors, effectivement, comme beaucoup de femmes entrepreneurs, alors j'ai commencé déjà dans l'entrepreneuriat et il y a tout un tas d'accompagnements qui étaient possibles. Et dans certains d'entre eux, je trouvais pas ma place vraiment. Donc on proposait de parler business, de se donner, de tout péter, d'être dans la concurrence, dans la compétitivité. Et moi, je voulais vraiment juste faire mon bout de chemin, créer une entreprise qui a du sens, qui a du sens, ouais, exactement. Et je me suis tournée vers un accompagnement qui s'appelle Les Premières, qui est un accompagnement dédié aux femmes ou aux projets portés par une équipe mixte. Et donc là, j'ai vu effectivement qu'il y avait une particularité à être entrepreneur femme. Et c'est là que j'ai connu BioBoss, le concours BioBoss, et Les Premières m'ont encouragée à candidater. Ce qui est fou, Laurent, quand on vous regarde et quand vous les écoutez, c'est qu'il y a une fierté chez vous. Oui. Alors c'est marrant parce que à Lyon, on avait une femme qui est intervenue en tant que marraine. Et dans l'assistance, il y a une autre femme qui lui pose la question suivante. Quand vous avez un débat dans votre entreprise, qu'est-ce qui fait que vous arrivez à remonter la pente ? Et elle lui a répondu, demandez-vous pourquoi vous faites ça. Et en fait, ça a résonné en moi et je me suis dit, en fait, je sais pourquoi je fais BioBoss. C'est pas une question de fierté, c'est quand je vois tous les retours positifs, là, depuis jeudi, tous les posts qu'il y a, tous les messages que je reçois, toutes les stories qu'il y a. Sur LinkedIn, par exemple. Toutes les stories qu'il y a, je me dis que c'est un événement qui a vraiment du sens, qui a une fonction, qui sert à quelque chose. Et c'est pour ça que je le fais et c'est pour ça que je vais continuer à le faire l'année prochaine. Alors c'est d'abord très, très difficile de pitcher son entreprise devant des gens puisque ça demande de se faire un peu violence. Et combien aujourd'hui celles qui sont retoquées finalement reviennent avec un nouveau pitch ou une nouvelle façon ou une nouvelle forme d'entreprise? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Alors parce que les femmes ne lâchent jamais. Non, il y en a assez régulièrement qui est d'ailleurs une des lauréates. Une des 3 lauréates de cette année, dépistez-vous, avait déjà postulé il y a 2 ans. Elle n'avait pas été retenue dans la région. Là, elle a été retenue à Bordeaux et elle a été lauréate à Paris. Oui. Et on la recevra dans 15 jours, voilà. Exactement. L'année dernière, vous aviez reçu aussi une autre lauréate qui avait postulé 3 fois. Ouais. Oui. Voilà, donc, et nous, on les incite à postuler d'une année sur l'autre quand elles ne sont pas retenues parce qu'en un an, le projet, il évolue, elle trouve des clients, elle pivote, le discours s'améliore, elle trouve des fonds, enfin là, donc on les incite à repostuler. Après, ce que je peux vous dire, c'est que dans les candidates qu'on a récompensées depuis 10 ans, donc en enlevant les 3 de cette année, mais sur les 28 qu'on a récompensées depuis 10 ans, il y en a 23 dont la société existe toujours. Donc ça fait plus de 80% de taux de survie, c'est plutôt bon. C'est énorme. Il y en a surtout 8. Entre-temps, il y a eu le Covid, etc. Exactement. Quand même, qui n'était pas une sinécure. Exactement. Il y en a 8 qui ont fait un exit, donc qui ont vendu leur boîte à un grand groupe ou à une autre société. Et puis il y en a 22 qui ont levé pour un peu plus de 56 millions d'euros. Ah donc oui. On va dire qu'on a un track record sur ces lauréates qui est plutôt très positif. Et est-ce que le profil en 11 ans a changé des entrepreneuses? Parce que ce que disait, c'était intéressant, Stéphanie, elle dit on a des freins. Est-ce que les freins sont en train ont des plaquettes ou des disques qui fonctionnent un peu moins bien et que comme ça, les femmes se lâchent plus, pour utiliser une métaphore automobile? Ce qui a changé, c'est que, 1, on a beaucoup plus de candidatures qu'il y a 10 ans. 2, on en a, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, vraiment sur tous les secteurs d'activité, alors qu'il y a 10 ans, on avait beaucoup de projets autour de la mode, de la petite enfance. Là, on en a vraiment sur tous les secteurs d'activité et sur des secteurs sur lesquels on n'attend pas forcément des femmes. Ensuite, je pense qu'elles ont toujours un peu des freins qui sont peut-être un peu le manque de confiance en soi, un peu la perfection, c'est-à-dire elles vont plus attendre qu'un homme que le projet soit parfait pour le lancer, alors que ça sert à rien puisque le projet, on sait qu'il va évoluer. Elles vont pivoter, elles vont changer de business model, elles vont changer leur pricing, leur packaging, je sais pas, voilà. Donc il y a quelques freins comme ça, mais je pense que de plus en plus, elles arrivent à les lever à travers des événements comme les nôtres, mais il y en a d'autres, et qui mettent en avant des rôles modèles et qui font que ça les aide à avancer. En matière de génération, est-ce qu'on est beaucoup sur de la reconversion? Est-ce qu'il y a une jeunesse finalement qui commence à rentrer dans l'entrepreneuriat très très tôt? C'est quoi les profils? Il y a beaucoup de jeunes quand même, oui. Beaucoup plus de jeunes que de moins jeunes. Donc c'est le premier emploi? Pour certaines, oui. Pour une grande partie, oui. Pour d'autres, elles sont passées par un grand groupe et puis elles ont eu envie de faire quelque chose qui avait du sens. Oui.
Mais pour beaucoup, ça répond à une problématique qu'elles ont eue elles-mêmes. Et auxquelles elles ont voulu répondre parce qu'elles ne trouvaient pas de solution. Voilà. Est-ce que le fait, par exemple, de ne pas être passé par un grand groupe, mais par une ou deux ou trois PME, c'est un handicap ou pas ? Non, du tout. Non, du tout. Je pense que tous les chemins, être entrepreneur à la sortie de l'école, après un grand groupe, après une PME, après être salarié, il n'y a pas de frein à ça. Et dans les entreprises que vous sélectionnez, vous êtes allé dans 8 régions quand même, donc sachant qu'il y en a 13, vous avez fait les plus grandes villes de France. Est-ce que l'entrepreneuse de province, comme on dit, est différente de l'entrepreneuse parisienne ? Est-ce qu'il y a encore une différence ? Je ne crois pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans les 3 lauréates que l'on récompense chaque année, on a beaucoup plus de lauréates issus de province, de région, que de Paris. 2 sur 3 cette année. 2 sur 3. L'année dernière, il y avait 0 parisienne. Oui. L'année d'avant, je crois qu'il n'y en avait qu'une. Donc je crois que sur les 5 dernières années, on n'a eu que 3 parisiennes sur 15 candidates, 15 lauréates. Donc, c'est dans la logique, c'est 20% de la population, donc 3 sur 15, c'est assez cohérent. Petite question avant de partir en pause. Est-ce qu'il y a on sait qu'il y a pas mal de régions qui sont plus attractives, en tout cas qui motivent beaucoup plus les entrepreneurs et en l'occurrence les femmes. Est-ce qu'on sent quand même qu'il y a une disparité entre certaines régions, qu'il y a une accélération ? Oui, après je ne sais pas si je vais me faire que des amis en disant ça, mais la région Nouvelle-Aquitaine par exemple est traditionnellement une des régions très très fortes pour nous. Il y a un très très bel écosystème et un écosystème qui... Toutes les structures travaillent ensemble et ça se sent. Ça se sent quand on les voit dans les jurys, quand ils parlent ensemble. Et donc c'est une étape sur laquelle on a beaucoup de monde, plus qu'à Paris. On a plus de monde à Bordeaux, nous, qu'à Paris. Ah oui. Dans nos éditions, ouais. Et on a très souvent encore cette année, parmi les lauréates, des femmes qui ont été sélectionnées à Bordeaux. De Nouvelle-Aquitaine, absolument. Je suis né à Bordeaux. Voilà, c'est ça. Ceci explique cela. Allez, Stéphanie. C'est pour ça que vous étiez un grand cru. Stéphanie Edmond Mariette sera avec nous dans quelques instants, présidente de SEM Habitat Durable, qui fait partie donc de ces 3 lauréates cette année. Et on est ravis de l'accueillir, bien sûr, avec Laurent Zagaroli, fondateur de BioBoss. On revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix responsables. Et nous sommes très heureux d'être partenaires de cet événement formidable. C'est la 11e édition, puisque c'était le 25 septembre. BioBoss, des femmes entrepreneurs, avec Laurent Zagaroli qui est avec nous, un fondateur de BioBoss. Et on vous remercie en tout cas de nous accorder votre confiance tous les ans. Et puis l'une des premières lauréates, nous recevrons les deux le 15 octobre, Stéphanie Edmond Mariette qui est avec nous, présidente de SEM Habitat Durable, et donc qui fait partie de ces 3 lauréates. Alors, je ne vais pas dévoiler ce que vous faites puisque vous allez en parler. C'est une excellente idée. Je regrette de ne pas l'avoir eue. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Et donc, on parle d'entreprises qui ont du sens. Là, pour le coup, on est vraiment dans ce créneau-là. Racontez-nous cette jolie histoire. Oui, effectivement, SEM Habitat Durable, c'est une entreprise de l'immobilier, mais assez particulière. Nous, on se veut avoir de l'impact et de l'impact concret, puisqu'on travaille avec des associations partenaires comme la Croix-Rouge, Fondation Apprentis d'Auteuil. Des gens qui gèrent des profils fragiles. Exactement, qui prennent en charge des personnes pour les amener à l'autonomie. Donc des femmes, des jeunes qui sont issus de l'aide sociale à l'enfance, par exemple, et qui sont chargés par l'État de les héberger, ces personnes, et de les accompagner donc vers l'autonomie, pour qu'elles puissent ensuite partir de voler de leurs propres ailes. Et donc du coup, nous, on est de l'immobilier et on travaille avec des propriétaires qui nous confient leurs biens pour pouvoir les mettre en location à ces associations partenaires. Ce qui permet, alors, d'une part aux associations de trouver les logements pour amener les personnes vers l'autonomie au sein du logement, et aux propriétaires de pouvoir trouver des locataires comme des associations qui vont payer les loyers. Voilà, payer les loyers. C'est une assurance en tout cas, voilà. Et en plus de faire une bonne action. Et en plus de faire une bonne action et d'entretenir le bien et surtout d'avoir de l'impact sur les personnes qui sont aujourd'hui en difficulté de logement. Alors, vous êtes une entreprise de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Tout à fait. On est entreprise de l'économie sociale et solidaire et on est labellisé d'utilité sociale par l'État. D'accord. Et ça veut dire que ça n'existait pas avant ? Alors ça existait, sous une autre forme, c'est-à-dire que les associations, elles le faisaient elles-mêmes. D'accord. Au lieu d'accompagner les personnes, voilà, c'est ça. Elles étaient dans l'immobilier.
Je suis issue de ce milieu et donc du coup, on va en parler peut-être plus tard, mais du coup, j'ai vu très rapidement qu'il y avait un problème sur l'accompagnement des personnes puisque les travailleurs sociaux passaient leur temps à chercher des logements. Donc ça n'existait pas. On peut le dire, c'est peut-être votre vécu qui vous a poussé à créer ça. Parce que vous êtes une enfant de l'ASE. Exactement, de l'ASE, oui. Ou il y en a qui disent l'ASE ou l'ASE. C'est votre vécu qui vous a poussé à créer cette entreprise? Tout à fait, entièrement. Parce que vous n'aviez pas, expliquez-nous, parce que vous n'aviez pas la fibre entrepreneuriale au départ, vous nous avez dit. C'était loin de moi. Alors effectivement, moi, je suis issue de l'aide sociale à l'enfance. Et vous avez vécu dans la rue? Pas d'entrepreneuriat. Et vous avez vécu dans la rue? Tout à fait. Donc moi, déjà, avoir un CDI, c'était un plafond de verre pour moi. Et effectivement, après, comme beaucoup de jeunes, après le parcours de prise en charge de l'aide sociale à l'enfance, je me suis retrouvée sans logement, puisqu'on m'a dit, c'est bon pour toi, c'est terminé. Et donc, j'étais encore en études, et donc j'ai eu la chance d'avoir une association qui prend en charge des jeunes femmes issues de l'aide sociale à l'enfance, les héberge pour qu'elles puissent terminer leurs études, et ensuite voler de leurs propres ailes. C'est ce qui s'est passé pour moi, et l'association a réussi à m'héberger, parce qu'elle louait un bien à un propriétaire privé. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes soutenu, parce que j'imagine que tout ça a besoin aussi d'être financé. Qui vous finance? Et est-ce que on peut faire un appel aux auditeurs? Est-ce que le citoyen peut aussi contribuer d'une manière ou d'une autre? Alors, justement, n'étant pas issu de l'entrepreneuriat, j'ai construit un modèle autofinancé. Donc, je me suis dit que j'allais travailler, faire du chiffre d'affaires et recruter mes premiers salariés. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, je suis financée par mon chiffre d'affaires et on a des soutiens, bien sûr. On a le département de la Seine-Saint-Denis, puisqu'on est issu, enfin l'entreprise est née en Seine-Saint-Denis, donc on est soutenu par le département, par la région, par BPI également, qui est la banque d'investissement. Donc on est soutenu par eux via des concours, des prix qu'on gagne, mais vraiment on a un financement vous êtes autofinancé. Autofinancé. En revanche, comme on est labellisé d'utilité sociale, les citoyens peuvent investir avec des fiscalisations dans notre entreprise. D'accord. Quand on lit SEM, on pense société d'économie mixte, c'est-à-dire capitaux publics et capitaux privés. Vous êtes une société d'économie mixte? Non, non, du tout. Alors c'est pourquoi donc avoir choisi le nom SEM? C'est pour ça que j'ai été surpris. Rire. Mais ce sont. Mais je n'ai pas le seum. Ne vous inquiétez pas. Ce sont vos initiales. Stéphanie Edmond Mariette. Il fallait que je crée rapidement une entreprise. Donc j'ai trouvé ce nom-là. C'est très joli. Et en fait, je me suis dit semer des logements partout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous opérez en région parisienne et vous allez vous déployer un petit peu partout en France. Est-ce que vous avez déjà des connexions avec des départements, avec des régions? Tout à fait. On a déjà commencé le développement. Oui. Donc, on est bien ancré en région parisienne. Il y a un fort besoin en logement. Dans tous les départements? Alors, on s'est développé à Bordeaux, Montpellier, Marseille, donc Occitanie, PACA, Nouvelle-Aquitaine. On est plutôt sur des territoires urbains ou périurbains? Alors les deux, puisque si je prends le cas de Bordeaux par exemple, il y a une ville qui s'appelle Libourne qui est 30 km. Exactement. Demandez à Philippe David, il connaît la géographie par cœur. Demandez-lui l'arbre qui était au stop aussi. Non, mais je peux vous dire les vins qui se font autour de Libourne. Ça, c'est une autre émission. L'accès au logement est difficile partout en France, que ce soit périurbain ou urbain. Donc dès lors où il y a une association qui nous contacte pour trouver des logements, on y va. On nous a contacté encore cet après-midi pour trouver des appartements à Niort, par exemple. Mais pour qu'on comprenne bien, ces appartements, vous les achetez, vous les rénovez, comment ça se passe? Alors, ce sont les propriétaires directement qui ont des appartements à mettre en location. D'accord. Ils nous contactent, parce que déjà, ils ont envie de faire une bonne action. Et en plus, ils savent que la location est sécurisée de bout en bout. C'est prévu pour des longues années. Une association loue pour 10 ans en moyenne. Vous n'êtes pas des baux de 3 ans, par exemple, comme ça se fait d'habitude avec... On fait des baux de 3 ans, renouvelables... 3-6-9, comme on dit. 3-6-9, jusqu'à 18 15, ans. C'est exactement. Ça. Et parce qu'il y a quand même une question qui se pose. Il faut une bonne action en travaillant avec vous. Quand vous louez un bien immobilier, vous payez des impôts dessus. Est-ce qu'en passant par quelqu'un qui fait une bonne action comme vous... Allez, bon, l'État a besoin d'argent, mais vous avez droit à une petite sucette fiscale de la part de Bercy. Alors, non, on met en place des contrats qui font que le propriétaire s'y retrouve. Les charges sont payées par l'association, l'entretien est fait par l'association. Ah, les charges sont payées par l'association? Oui, les charges sont payées par l'association. Il y a de forts avantages. Néanmoins,
Justement, j'en profite pour faire un appel. Allez-y, c'est fait pour ça aussi. Effectivement, ces propriétaires s'engagent aussi dans l'effort sociétal et il serait bon aussi de pouvoir les encourager, que ce soit de n'importe quelle nature possible, en défiscalisant, en enlevant les taxes foncières, notamment sur ces appartements qui comptent pour la société. Et qui permet à des personnes de... Laurent, vous voulez peut-être réagir sur ce qu'elle dit, parce que c'est vrai qu'il faut soutenir ce type d'entreprise, parce que c'est vrai que quand on voit le nombre de gens qui dorment dans la rue et qui parfois y meurent, ce qui est quand même un scandale absolu, je me dis que cette société doit se déployer un petit peu partout, et surtout les collectivités locales doivent réagir aussi à ça. Oui, bah après, je suis comme vous, quand j'ai entendu le pitch, mais à chaque fois on se dit... Pourquoi on n'a pas eu l'idée ? Oui. Parce que l'idée est super. Vous allez pouvoir demander des droits d'auteur. Il y en a déjà 2 qui regrettent de ne pas avoir eu l'idée. Il y a un fort besoin parce qu'il n'y a pas assez de logements, c'est ça. Alors, donc... il y a 3 millions de logements qui sont vacants. Oui. Justement, les propriétaires ont peur de louer parce que les ménages ont peur de louer pour des soucis de loyer ou de dégradation. C'est ce que nous, on va venir encadrer. Mais il y a des logements qui sont vacants aujourd'hui. C'est qu'il faut inciter les propriétaires effectivement à pouvoir faire confiance en fait. Et peut-être transformer des bureaux aussi en logement. Exactement. Ça, on y vient aussi. Et on a des propriétaires qui ont des locaux de bureaux qu'on essaie avec des architectes de transformer en logement. Tout à fait. Et les villes avec lesquelles vous discutez, est-ce qu'elles sont plutôt enclines à vous aider ? Est-ce qu'elles vous ouvrent les portes ? Ou ça reste quand même encore un peu difficile ? Non, les villes sont tout à fait enclins à nous ouvrir les portes. Déjà, pour une ville, avoir une association qui est sur son territoire, c'est quand même quelque chose de plutôt beau pour un maire ou une collectivité. Donc si les mairies et les collectivités sont enclins à nous recevoir, à recevoir les associations, donc on a beaucoup de soutien par rapport à ça. Et quels sont les types de biens immobiliers que vous recherchez ? C'est plutôt pour des femmes seules avec un enfant ou des jeunes qui sortent de l'ASE, c'est-à-dire studio 2 pièces, ou vous cherchez des choses parfois un peu plus grandes ? On cherche tout type de bien, parce qu'on a tout type de profil. Ça va justement du jeune de l'aide sociale à l'enfance qui vit dans un studio, à la famille, la femme avec 1, 2, 3 enfants, qui va être prise en charge par des associations de femmes, donc pour lesquelles il faut des appartements plus grands. Et on a aussi des habitats partagés avec des grandes maisons. On a une maison de 10 chambres, par exemple. On a la colocation, c'est génial. C'est une super bonne idée. Notamment pour les personnes un peu plus seniors qui ont besoin d'être accompagnées au quotidien. Tout à fait. Vous serez où dans 5 ans, Stéphanie ? Alors, dans 5 ans, on souhaite déjà... vous ne serez pas ministre du logement dans la semaine, a priori. J'ai pas eu d'appel. Le téléphone n'a pas sonné, en tout cas. Le téléphone n'a pas sonné. Exactement. on peut se faire entendre par le gouvernement si besoin. On a des solutions certaines. Alors, dans 5 ans, déjà, on sera développé sur le plan national pour essayer d'endiguer cette crise du logement. Chez les dom-tom aussi, les DROM maintenant, puisqu'on pense à Mayotte où il y a eu un dégât. Un cyclone terrible. Exactement, pour lesquels il faut trouver des biens immobiliers. En Martinique, où la population est vieillissante, par exemple, ou en Guadeloupe, où l'accès aux biens immobiliers est compliqué. Donc c'est visiblement un peu compliqué partout. Effectivement, on souhaite aussi, d'ici 5 ans, se développer en Europe, puisqu'il y a ce dispositif partout en Europe. En Espagne, en Allemagne, où il y a une crise du logement aussi, c'est pas que français. Et il y a des associations qui sont présentes et qui cherchent des biens immobiliers. En tout cas, merci beaucoup. Bravo, Stéphanie Edmond-Mariette, présidente de SEM. Vous dites comment, SEM ? SEM, Habitat Durable. Voilà, Habitat Durable. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci encore à Laurent Zagorelli d'avoir accepté d'être notre invité fondateur de Be a Boss. On attend bien entendu le cru de la 12e édition avec grande patience. Et puis j'espère que nous serons encore partenaires parce que c'est pour nous très important. Vous savez qu'on aime les entrepreneurs sur Sud Radio, en l'occurrence les femmes aussi. Merci beaucoup Philippe David. Merci à vous. Merci, on se retrouve demain à partir de 18h, mais je crois que demain vous me ferez une petite infidélité. Absolument. Ah oui, mais donc on se retrouvera lundi. Donc on se retrouvera vendredi. Absolument. J'ai sauté le week-end. Et dans un instant, Magali Berda, bien entendu, on ne vit pas dans la même France. Vous restez avec nous et puis on vous souhaite une très belle soirée et à demain en tout cas pour moi vendredi et vous demain Philippe. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.